Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au marché des jeux vidéo, un secteur en pleine effervescence. Depuis 2016, l'industrie mondiale du jeu vidéo a dépassé celle du cinéma et de la musique. Elle a généré en 2017 plus de 120 milliards de dollars et son chiffre d'affaires pourrait doubler à l'horizon 2022. L'Afrique tout entière ne représente que 1% de ce chiffre d'affaires. Mais le marché est en pleine expansion, porté par la jeunesse de la population, mais aussi la croissance rapide du téléphone mobile. Au sommaire ce soir, enquête sur le secteur des jeux vidéo en Côte d'Ivoire, des salles de jeux où l'on compte de plus en plus de gamers, aux compétitions sponsorisées par de grandes entreprises, en passant par la conception de jeux vidéo, une industrie encore naissante est en train d'émerger, avec à la clé de nombreuses opportunités. Puis nous partirons au Cameroun à la rencontre du premier studio africain de jeux vidéo, Kiro Games, un studio qui est parvenu avec peu de moyens à imposer un jeu plébiscité dans le monde entier. Vous verrez comment les fondateurs et leurs équipes travaillent non sans difficulté et comment ils parviennent à financer leur business. Sur le continent africain, les principaux marchés du jeu vidéo classés par revenus sont l'Égypte, 293 millions de dollars, suivi de l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria et l'Algérie. Si la Côte d'Ivoire ne figure pas dans ce palmarès, le secteur est en croissance. Les salles de jeu se multiplient. Abidjan compte même un festival, le FEJA, qui attire chaque année des gamers d'une dizaine de pays africains. Une industrie dans laquelle misent des entrepreneurs ivoiriens, malgré des défis encore importants. Problèmes de connectivité, d'accessibilité ou encore manque de financement du secteur. Le business des jeux vidéo, un reportage de Yao Sansan, Gisèle Mendonça et Oscar Noël-Sangan. Vous en avez sûrement déjà vu, des petites salles de jeux vidéo comme celle-ci, dans le quartier de Yopougon. Petits et grands, tout le monde s'adonne ici à ce divertissement. À partir de 150 francs CFA, on peut jouer à un match de football, le jeu le plus prisé. Ce gérant gagne en moyenne 15 000 francs CFA par jour. C'est dans ce type de salle que la plupart de ses clients découvrent les jeux vidéo. Généralement, ceux qui viennent, ils découvrent de nouveaux jeux, ils découvrent même la PS4, voilà. Donc, c'est grâce à eux que ce business fonctionne. Cette salle, comme tant d'autres à Abidjan, a permis de démocratiser le jeu vidéo, au point de créer une communauté de gamers. Ça vient, tu vois, là-dedans. C'est l'ambiance, quoi. On se retrouve en famille pour jouer. Mais depuis quelques années, le jeu vidéo atteint des proportions qui dépassent le stade du simple divertissement. Il est devenu un véritable sport, appelé e-sport. Les premières compétitions démarrent en 1997 aux États-Unis. Aujourd'hui, elles sont diffusées partout dans le monde, à la télévision ou en ligne. Certaines atteignent même des audiences de plusieurs millions de personnes. Dans ces compétitions de e-sport, les joueurs professionnels peuvent parfois gagner des milliards de francs CFA. Le tout au sein d'équipes sponsorisées par de grandes marques de boissons ou de voitures. Depuis 2016, l'industrie mondiale du jeu vidéo a dépassé celle du cinéma et de la musique. Elle a généré en 2017 plus de 120 milliards de dollars. Mais l'Afrique ne représente que 1% de ce chiffre d'affaires. Pourtant, grâce à son atout phare, la jeunesse de sa population, le jeu vidéo pourrait générer sur le continent près de 80 milliards de dollars. Ce potentiel, certains entrepreneurs ivoiriens l'ont flairé. Des salles à la conception des jeux, une petite industrie se crée en Côte d'Ivoire. Tous à vos manettes pour un tour dans l'univers du jeu vidéo. Bienvenue au domicile de Paul-Henri, dans le quartier d'Angré. Ce trentenaire, hypnotisé par son écran, est cadre dans une banque. Quand il n'est pas au travail, voici son passe-temps préféré, les jeux vidéo. Plus qu'une passion, une addiction.
Les dimanches, on avait l'habitude de manger ensemble. Le dimanche, quand on cherche Paul-Henri, il n'est pas là. Il est parti. Pour jouer. Il est parti pour jouer. Le répétiteur même pour attraper Paul-Henri, c'était tout un problème. On essayait de le battre, de le menacer. Le vieux même avait acheté même les consoles pour le maintenir à la maison. Mais sa passion était telle qu'il faut aller se frotter à d'autres personnes pour mieux apprendre. Paul-Henri est bien plus qu'un joueur du dimanche. Sa passion l'a conduit au sommet. Il a été 2 fois vice-champion d'Afrique en 2017 et en 2018. À la clé, des gains importants. On va sur des compétitions en termes de lots qui partent peut-être à 5-6 millions, 7 millions, d'autres même 10 millions. Donc je peux dire que c'est nettement considérable. Même pour les petites communautés qui font des tournois ici, on ressort facilement des cash prizes qui tournent autour de 200, 300, 400 000 pour certains. Donc c'est vraiment bénéfique pour tout joueur. Mon plus gros gain que j'ai pu avoir sur une année en termes de jeu, je devais tourner autour de 4 millions. Avec de tels revenus empochés, le jeune homme révèle combien cette activité est bien plus qu'un simple divertissement. Certains entrepreneurs l'ont vite compris en choisissant d'investir dans ce secteur. Yopougon, commune la plus peuplée d'Abidjan. Bienvenue au supermarché Cosmos. Parmi les magasins, un lieu surprenant. Le Paradise Game, la plus grande salle de jeux vidéo de Côte d'Ivoire. Sur 1200 mètres carrés, elle attire tous les week-ends près de 2000 personnes. Sidik Bakayoko, ingénieur en électronique et informatique, a lancé cette salle il y a 2 ans. Un pari, selon lui, risqué. Pour un investissement comme ça, il faut déjà le loyer qui est non négligeable. Il faut pouvoir acheter les équipements. Il faut pouvoir ramener les choses que les gens n'ont jamais vues. Il faut avoir du staff. Donc franchement, ça veut dire que c'est quand même assez lourd, mais c'est un pari. Dans ce vaste complexe, une salle est entièrement dédiée aux jeux vidéo. On y trouve pas moins d'une 50aine de consoles. À partir de 500 francs CFA, les clients peuvent jouer jusqu'à 200 jeux différents. Un public pour le moins diversifié. Ici, il faut dire qu'on a vraiment de tout. On a du tout petit qui vient donc avec ses parents, donc il y a 3-5 ans, et donc il lui va plutôt aller sur des jeux comme la Nintendo Switch, donc des jeux où il est capable de bouger avec une manette dans sa main, ou alors où il est capable de conduire avec un volant dans sa main. Vous avez des enfants de 5 à 12 ans qui eux vont plutôt venir et vouloir jouer à des jeux de combat, à des jeux de football ou à des jeux comme Mario. Et donc ceux-là, effectivement, c'est une catégorie de clients différente. Après, vous allez avoir les adolescents qui ont 13 et 18 ans et qui, eux, qui viennent, sont généralement plutôt autour de l'e-sport. Donc eux vont aimer les jeux de football, de compétition. Cette salle, qui peut contenir jusqu'à 70 personnes, représente à elle seule près de 20% du chiffre d'affaires de Paradise Games. Des revenus importants. Mais pour Sidik, ils sont encore infimes au regard du potentiel du secteur à l'échelle du continent. Quand on avait calculé un peu en fonction un peu de ce que l'Afrique est capable aujourd'hui en termes de population, quand on regarde ce que d'autres pays européens sont capables de générer, l'Afrique aurait pu générer à elle seule entre 80 et 90 milliards de dollars. Donc ça veut dire que potentiel de créer de la valeur, potentiel de créer des emplois, et tout ça aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est largement en dessous de ça. Et donc nous, notre rôle, c'est vraiment de venir et d'apporter un peu ce professionnalisme-là. Pour professionnaliser le secteur, Sidik Bakayoko est allé plus loin. À l'autre bout de la salle, une partie un peu particulière se prépare autour de ce siège qui ressemble à celui d'un pilote. Réglage du son, vérification de la connexion Internet. Cet espace est réservé aux pros du jeu vidéo pour des parties en ligne. Là, on est dans un espace dédié à ce qu'on appelle du streaming. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est une des nouvelles tendances dans le jeu vidéo où vous avez des gens qui sont en train de jouer dans un espace et leur jeu passe par un certain nombre d'équipements techniques et sont diffusés via la connexion Internet sur Internet. Et donc, des personnes qui sont au Japon, en Chine ou un peu partout peuvent se connecter et les regarder en train de jouer. Si ce jeune est autorisé à jouer ici, c'est parce qu'il est le champion du dernier FEJA, une compétition nationale de jeux vidéo organisée également par Sidik. Son pari, créer les conditions pour que les jeunes talents puissent affronter de grands joueurs à l'étranger, afin de se faire connaître et empocher des gains importants. Donc c'est un enjeu de visibilité,
Et en termes de revenus demain, ça peut aussi être un autre moyen de générer de l'argent parce qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de plateformes dédiées aux jeux vidéo, quand vous atteignez 100 000, 200 000, 300 000 vues, mais vous pouvez commencer à générer des revenus parce que vous avez une audience qui vient et parce qu'il y a de la publicité qui passe sur les écrans. S'il y a des gens qui, aux États-Unis, peuvent gagner 2 milliards parce qu'ils jouent aux jeux vidéo, pourquoi est-ce qu'un Ivoirien ne pourrait pas le faire? Pourquoi est-ce qu'un Sénégalais, pourquoi est-ce qu'un Camerounais ne pourrait pas le faire? L'entrepreneur rêve grand dans un univers du jeu vidéo encore embryonnaire en Côte d'Ivoire, autant pour les joueurs que pour les fabricants de jeux. Quartier de Cocody. Depuis ses bureaux, cet homme est en pleine partie. Malgré les apparences, il n'est pas en train de s'amuser, mais plutôt de vérifier le bon fonctionnement d'un jeu vidéo qu'il a créé. Poku Run, en référence à la reine Baoulé Abla Poku. Nous sommes chez Africatoon, studio de production de dessins animés et de jeux vidéo. Donc, où on en est par rapport au jeu 360 Proverbes. Du rédacteur du jeu, en passant par le développeur, cette petite équipe a mis presque 1 an pour concevoir son dernier jeu appelé 360 Proverbes. Un jeu qui permet aux gagnants de découvrir des proverbes africains. Le plus important, c'est l'idée, c'est le concept. Il faut arriver à trouver une idée intéressante, l'écrire, il faut un script. Pour un jeu, il faut un script comme tout autre type, comme dans un film. L'idée et la valeur ajoutée pour nous, studios initialement basés en Afrique, c'est de pouvoir travailler sur des contenus qui sont proches donc, de la population africaine. Mais cela ne suffit pas. Il faut ensuite animer ces personnages sous les doigts avisés des graphistes. Une fois finalisé, le jeu sera rendu disponible sur les plateformes de téléchargement. Pour l'heure, les jeux d'Africatoon sont encore à l'essai, donc disponibles gratuitement. Mais le patron réfléchit aux différents moyens de les rentabiliser. Pour gagner de l'argent, les concepteurs de jeux vidéo peuvent rendre payant le téléchargement, diffuser de la publicité pendant le déroulé du jeu, rendre l'accès à certains éléments du jeu payant, comme par exemple débloquer un personnage performant. On peut aussi toucher le jackpot en vendant son jeu par exemple à des géants tels Nintendo ou PlayStation. Si Africatoon vise pour l'instant le marché africain, le studio ivoirien ne s'interdit pas de rêver plus grand. C'est vrai que travailler, faire des choses qui sont liées ou qui s'adressent au marché local, crée systématiquement, comment on va dire, une particularité, donne un type de contenu qui n'existe pas ailleurs. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée. Mais derrière, il faut travailler sur une sorte d'expansion, penser beaucoup plus grand que le marché local. Environ 300 studios de développement de jeux vidéo existent sur le continent. Mais il s'agit de micro-entreprises comme Africatoon, qui emploient moins de 10 personnes. Si l'univers du jeu vidéo est si faible en Afrique, c'est parce que très peu de grandes marques financent ce secteur, comme aux États-Unis ou en Europe. En Côte d'Ivoire, la compagnie Orange est l'une des rares entreprises qui s'investit dans le jeu vidéo. Elle a créé sa propre compétition annuelle de e-sport, l'Orange Gaming Tour, née en 2018. Sur les 2 dernières années, la compétition a mobilisé près de 3500 joueurs, suivis par 15 000 spectateurs, dont 5 000 en ligne. L'édition 2020, marquée par la crise sanitaire, s'est jouée à huis clos, ce qui n'a pas empêché les vainqueurs de rafler des prix allant jusqu'à 20 millions de francs CFA. Les tournois ne sont pas le seul moyen pour Orange de promouvoir l'industrie. Ce jour-là, la directrice de la communication a rendez-vous dans cette salle de jeu à Yopougon, où le géant des télécoms fournit gratuitement l'accès à Internet. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ça va. Un sponsoring qu'Orange réalise dans une dizaine de salles de jeu comme celle-ci, à Abidjan. Son investissement dans le e-sport ne s'arrête pas là. L'entreprise envoie des joueurs participer à des tournois internationaux et accompagne des startups qui développent des jeux. Un soutien loin d'être désintéressé. Orange sait que les retombées seront positives sur son business. On fournit de la connectivité et la connectivité, c'est quand même une des bases du e-sport.
Donc naturellement, nous avons trouvé que c'était complémentaire avec notre activité et donc ça nous a intéressés de façon quasi naturelle. Aujourd'hui, avec le développement de la connectivité, le haut débit qu'on déploie, la fibre notamment, avec le développement des smartphones et des tablettes, c'est clair que c'est quelque chose qui va se développer sur une population qui est principalement jeune dans nos pays. Donc on y croit. À l'instar d'Orange, d'autres entreprises locales commencent à s'intéresser au secteur. Les marques commenceront à se bousculer très bientôt. Je sais que certains de nos joueurs, de nos champions, de nos tournois ont été approchés par d'autres marques. Bon, il y en a un qui, je pense, a finalisé avec une marque de pizza. Donc, je pense que ça viendra de plus en plus. Mais voilà, nous, on a été précurseurs, mais d'autres viendront. Le soutien des entreprises, passage obligé pour une professionnalisation du e-sport en Côte d'Ivoire et par ricochet, du business du jeu vidéo. Un soutien qui pourrait faire de ces gamers passionnés de futurs grands champions au niveau international. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Sidik Bakayoko, directeur général de Paradise Game, fondateur du FEJA, c'est le Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan, Adeline Thiewoulou, manager senior sponsoring et événementiel chez Orange Côte d'Ivoire, et Jean-Philippe Nguessan, président de l'association Gamers Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Alors, quand on parle de game, on pense que c'est du jeu, mais en fait, c'est de l'argent en fait à gagner, Jean-Philippe. Bah, c'est un peu des deux. C'est un peu des deux parce que c'est une passion avant tout qui nous envoie vers ce jeu, vers le jeu en particulier, et on en profite pour gagner de l'argent. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle d'argent, on parle quand même, on l'a dit en début d'émission, à l'intro de l'émission, l'industrie mondiale du jeu vidéo aujourd'hui a surpassé tant la musique que le cinéma. Comment justifier cet engouement ? Bah, en fait, l'avantage du jeu vidéo, c'est que ça touche pas mal de personnes. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui ont la quarantaine, la cinquantaine aujourd'hui, qui continuent de jouer parce qu'ils ont commencé à jouer avec les premières consoles, notamment Atari, Nintendo et tout, et qui sont restés dedans. Donc, c'est autant de personnes qui ont aujourd'hui les moyens qu'ils n'avaient pas quand ils étaient plus jeunes, ou quand les plus jeunes n'ont pas. Donc, je pense que c'est surtout ça qui fait qu'il y a autant d'argent aujourd'hui dans le jeu vidéo. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont les moyens d'acheter des jeux et qui se permettent de le faire quand ils veulent. Question pour vous, Adeline Thiewoulou. Comment est-ce que vous expliquez-vous cet engouement pour le gaming ? Ben, aujourd'hui, de mon point de vue, en fait, c'est potentiellement d'abord le nombre de personnes qui pratiquent en fait ce jeu. Et ensuite, le fait que ce soit le e-sport principalement, qui soit un jeu qui se soit très vite professionnalisé, surtout dans les pays plus développés. Donc avec des ligues en fait qui se sont construites très tôt, par exemple sur les jeux de football. Donc, où il y a des ligues qui se sont installées parallèlement en fait à toutes les ligues. Il y a un véritable dynamisme même au niveau mondial. Un véritable dynamisme et qui fait qu'il y a beaucoup de sponsors autour, en tout cas à l'échelle mondiale, et qu'il y a de vrais métiers en fait de managers, d'équipes, de gérants, de joueurs. On a un peu en parallèle ce qui se passait il y a quelques années sur le football. Oui, c'est tout un environnement. Sidik Bakayoko, eh bien, vous avez créé des salles de jeu. On parle de Paradise Game. Comment vous est venue cette idée ? Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier élément, c'est que pour nous, le jeu vidéo représente aujourd'hui une industrie. Donc, quand on parle d'une industrie, on parle d'un marché, on parle de personnes qui ont envie de jouer aux jeux vidéo. Donc, avant tout, c'est du business. Du business. À l'étranger, les gens jouent chez eux, ils ont les moyens pour acheter une console. Chez nous, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une console. Donc, on s'est dit, si on ne peut pas envoyer le jeu vidéo aux gens, autant envoyer les gens aux jeux vidéo, donc créons des salles de jeu. Le déclic
C'est quoi l'histoire du déclic? Écoutez, pour nous, le jeu vidéo, c'était un rêve, et puis c'est un rêve qui s'est transformé en projet, et puis aujourd'hui, c'est une réalité. On a toujours senti qu'il y avait quelque chose qui allait se faire autour du jeu vidéo. Depuis quelques années, l'e-sport est en train d'exploser un peu partout dans le monde, et on s'est dit, si on veut créer ça ici en Afrique, il faut pouvoir avoir des standards internationaux, il faut des événements qui attirent des gens de tout le monde, enfin de tout le pays, de tout le monde entier. Il faut des salles de jeu qui font rêver les gens, et il faut l'accompagnement pour que ces joueurs-là puissent demain être des super. Alors, ouvrir une salle de jeu, oui, apparemment c'est intéressant, mais ça ne doit pas être aussi évident financièrement. Est-ce que ça vous a coûté cher? Très cher, très cher. Mais écoutez, aujourd'hui pour nous, ça c'est des centaines de millions. Oui. Mais aujourd'hui, ça c'est derrière nous. L'idée c'était vraiment, mettons le pied dans le plat, commençons quelque chose. Derrière ça, ça va créer un effet boule de neige, d'autres personnes vont le faire. Nous, on va réussir à atteindre un certain niveau, mais au-delà, il faut que tout le monde se dise qu'il y a un potentiel dans le jeu vidéo et que tout le monde s'inscrive dans cette vie. Est-ce qu'aujourd'hui on sent cet effet boule de neige? Alors, on est content de voir qu'effectivement les choses évoluent. Non pas juste à cause de nous, mais de façon générale. Quand on a commencé en 2017, le jeu vidéo était vu comme « ok, c'est le truc des enfants ». C'était vraiment les professionnels ou ceux qui étaient à fond dedans qui y croyaient. Aujourd'hui, quand vous parlez de jeux vidéo, que ce soit une marque, que ce soit à un adulte qui ne connaissait pas, aujourd'hui, le regard a un peu changé et on espère que ça va continuer dans ce sens. Ouais. Alors, ça coûte combien déjà chez vous? Alors, les jeux commencent à partir de 500. Okay. On est dans une commune voilà, avec beaucoup de personnes. On est à Yopougon, qui est la plus grande commune de Côte d'Ivoire en termes de population. Et donc, pour nous, c'était important d'être accessible. Donc, 500 francs, pour nous, c'était un prix relativement abordable, mais on a voulu se positionner un peu au-dessus des petites salles de jeu qui sont nos partenaires. On a un réseau de salles, à peu près une centaine de salles. Et l'idée, c'était voilà, de pouvoir exister tout en leur laissant de la place. Alors, comment vous arrivez moi, j'aurais dit ce sont mes concurrents. Vous dites ce sont mes partenaires. Ah, ce sont mes partenaires. Alors, comment ça se passe, ce partenariat? Parce que c'est important. Nous, notre vision, c'est vraiment de montrer à tout le monde qu'il y a un potentiel et qu'on peut y arriver. Mais on ne peut pas le faire seul. Et donc, pour nous, d'avoir un réseau de salles de jeu qui sont dans les quartiers, qui sont au quotidien à côté des joueurs, c'est important. Parce que les initiatives qu'on va pouvoir lancer, nous, seront, j'ai envie de dire, accompagnées par ces petites salles de jeu de quartier-là qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de financement, qui ont besoin de structuration. Et donc, si nous, on arrive à parler à certaines grandes entreprises, Bandai, Ubisoft, etc., c'est pour que demain, ces salles de jeu-là puissent en profiter et que le client final puisse en profiter. Alors, je demande aux gamers, Jean-Philippe, est-ce que vous, par exemple, vous allez jouer dans ce genre de salle? En tant que... Moi, personnellement, j'ai ma console à la maison, donc je joue. Mais dans notre communauté, oui. Il y a beaucoup de joueurs qui vont dans ces différentes salles, que ce soit au Paradise ou dans d'autres salles qu'on trouve un peu partout dans toutes les communes d'Abidjan ou même à l'intérieur du pays. Parlons de e-sport. D'abord, c'est quoi la définition de e-sport? Alors, e-sport, c'est Electronic Sports, donc le sport électronique. Et c'est vraiment du sport, on transpire? C'est vraiment du sport, on transpire, parce que le stress fait transpirer de toute façon. Mais au-delà de ce qu'on peut voir, c'est vrai qu'on se voit derrière un écran avec une manette, on se dit qu'on ne transpire pas vraiment, mais il y a vraiment des entraînements qui sont faits pour les joueurs professionnels, qui ont des coachs sportifs pour s'entraîner, parce qu'il y a une pression qui est présente lors des compétitions, il faut pouvoir la soutenir. Et oui, effectivement, il y en a qui perdent du poids pendant une compétition comme ça. Donc effectivement, c'est une vraie pratique qui aujourd'hui même est en passe sur des négociations, mais de rejoindre les Jeux Olympiques. Voilà, donc je pense on aura peut-être bientôt notre Drogba du e-sport? C'est possible. Est-ce qu'aujourd'hui on a de grands joueurs justement en Côte d'Ivoire, des personnes qui peuvent tenir la compétition internationale? Oui, tout à fait. Tout à fait. On en a notamment sur le jeu PES. On a pas mal de grands champions sur le jeu de foot. De PES donc, et aussi sur le jeu de combat qui s'appelle Tekken. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de vivre de son art? Oui. Aujourd'hui c'est possible. C'est-à-dire que malheureusement là avec la crise du coronavirus, ça a un peu ralenti. On était sur une bonne dynamique avec Orange notamment et d'autres organisations de tournois qui se faisaient, des cash prizes qui commençaient à gonfler. C'est les montants des lots qui sont offerts donc, en termes financiers. Ouais. Donc aux joueurs, une fois qu'ils ont gagné les compétitions. Ok, alors justement, c'est une belle transition. Expliquez-nous comment est organisé votre sponsoring. Comment est-ce que vous appuyez avec des lots? Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors aujourd'hui, Orange accompagne le e-sport sur plusieurs axes. Donc déjà, le premier axe qui est tout naturel, en fait, c'est la connectivité. Ça permet de démocratiser, de permettre aux jeunes, en fait, d'aller jouer dans ces salles. Ensuite, on donne aussi de la connectivité aux joueurs, donc aux champions. Ça leur permet vraiment de
de s'entraîner et de pouvoir compétir en situation de streaming et arriver au standard international pour être bien classé en fait sur des compétitions en ligne. Alors moi j'ai envie de savoir, quand on a gagné, on est champion, on a quoi comme lot à peu près? Au-delà de la connexion de 1 an de connexion Internet même, haut débit, donc okay. de la fibre qu'on met à disposition de ces gagnants. En plus de cette connexion, ils partent avec des cash prizes qui peuvent aller jusqu'à 3 millions pour les premiers prix. Est-ce qu'il y a des pays aujourd'hui qui brillent au niveau du e-sport? C'est vrai que l'Afrique du Sud est quand même un peu en avance, notamment parce qu'ils ont beaucoup de sponsoring, ils ont beaucoup d'organismes qui font des événements d'ampleur. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est quand même assez bien placée en Afrique de l'Ouest. Je pense qu'en matière d'organisation de tournois, partout, que ce soit sur Internet ou quand vous posez des questions, on sort généralement assez devant à cause de plusieurs facteurs. Un, on a une communauté très dynamique, donc des joueurs qui sont passionnés, qui font des choses eux-mêmes. Deux, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont été organisés, que ce soit des événements locaux ou même des événements internationaux comme le FEJA, qui attire 15 pays. Donc aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. FEJA. Voilà, le FEJA. FEJA. Alors, le FEJA, c'est un festival, c'est une compétition. Comment vous positionnez exactement? L'idée pour nous, c'était vraiment, on voulait, d'une certaine manière, un peu casser un peu les codes. On voulait transformer un peu l'industrie du jeu. Donc on s'est dit, en créant un événement qui va fédérer l'ensemble des acteurs autour du marché, que ce soit les joueurs, que ce soit les développeurs de jeux, que ce soit les acteurs du service autour du jeu, on voulait un rendez-vous. Donc aujourd'hui, le FEJA de cette année, on avait environ 4 journées. Donc des journées dédiées aux conférences et aux ateliers pour comprendre comment travailler dans le jeu. Des journées dédiées à l'e-sport, donc comment est-ce qu'on joue aux jeux vidéo. Donc pour nous, c'est vraiment des mois, c'est vraiment une lucarne qui permet de montrer au monde entier que les joueurs ivoiriens sont... Et il y a le côté compétition. Tout à fait. Petite question, simplement, vous avez vu Paul-Henri tout à l'heure à la télé? Exactement. Alors quand il était plus jeune, dimanche, il était avec sa famille et puis soudain, il n'est plus là. Parce qu'il est absorbé, vous l'avez vu, on dit hypnotisé par son écran. Alors, question pour vous Jean-Philippe, le côté social, l'impact, notamment sur des jeunes qui auraient pu être accros et abandonner des activités comme les études et tout ça, pour se concentrer et se consacrer aux jeux vidéo. Comment est-ce que vous percevez ça, votre perspective? Malheureusement, ça arrive. Et quand c'est comme ça, généralement, il faut aller avec les parents. Il faut accompagner les parents pour faire comprendre aux enfants que... on peut très bien s'organiser à la pratique du jeu vidéo, mais aussi sans pour autant délaisser ses études. L'exemple de Paul-Henri est un bon exemple. Vous avez vu que depuis petit, il jouait, il a toujours eu cette passion de jeu, mais aujourd'hui, il est un cadre de banque. Moi, je voulais intervenir aussi sur ce point, parce que c'est très important pour Orange, en fait, en tant qu'entreprise vraiment qui est responsable, de montrer justement l'exemple de jeunes qui émergent. Donc, de montrer des talents gamers. Ça permet de voir en fait qu'il y a une professionnalisation en fait de cette activité et que c'est pas que du jeu. Moi là, je me rappelle de la première compétition locale qu'on a organisée et qui a permis à des champions ivoiriens de partir à la CAN de 2017. Voilà. Et les jeunes, ils étaient étudiants et les parents qui étaient là, ils se disaient mais tiens, c'est quelque chose de sérieux là. Donc, il va représenter la Côte d'Ivoire. Il y a un message à passer aux parents, justement, qui ne veulent pas que leurs enfants s'adonnent aux jeux vidéo. Justement, le fait de bien professionnaliser et que ce soit bien encadré et bien structuré, donc ça permet à ces jeunes-là de démontrer aussi ce potentiel qu'ils ont en eux, de démontrer leur talent et puis d'en profiter. Sidic, est-ce qu'on n'est pas quand même dans le luxe quand on regarde le coût, ne serait-ce que des consoles? En Côte d'Ivoire, ça reste cher. Ça reste relativement cher, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises internationales qui fabriquent ces jeux-là, notamment PlayStation, Xbox et autres, s'alignent sur des prix identiques, quels que soient les marchés. Oui. Donc pour eux, que ce soit en France ou au Brésil ou en France, c'est le même prix. Donc quand on arrive en Afrique, c'est clair qu'avec le pouvoir d'achat, il y a une grosse différence. Donc ça reste encore relativement cher. C'est pour ça qu'il y a un essor important du jeu vidéo sur le mobile, parce qu'aujourd'hui, avec les téléphones qui coûtent moins de $100, tout le monde peut jouer aux jeux vidéo. On l'a vu, le secteur des jeux vidéo en Côte d'Ivoire est prometteur. Partons désormais au Cameroun, chez le premier studio africain de jeux vidéo, Kiro Games. Un studio fondé par 2 passionnés qui sont parvenus, après de longues années de travail et un capital de départ de 60 000 francs CFA, à conquérir l'Occident. Leur jeu Orion, l'héritage des Coriodan, a été téléchargé
plus de 100 000 fois. La start-up mise sur l'identité africaine et développe ses jeux sur PC, mais aussi sur téléphone mobile où le potentiel est immense. Elle vise 1 million de clients en Afrique d'ici 2025. Kiro Games à la conquête du marché mondial du jeu vidéo. Un reportage de Yao Sansan, Gislamine Nonsa et Niki Kwame. Yaoundé, capitale économique du Cameroun. Dans ce quartier, une entreprise débute une réunion dans cette salle aux allures de cybercafé. Si je dois aller dans les grandes lignes, on doit sortir le responsable, Kajuta Gen Fighter. Nous sommes dans un studio de création de jeux vidéo. Créer des jeux vidéo, une activité encore peu connue et peu reconnue sur le continent. On voit le concepteur de jeu comme un amuseur public. Les gens imaginent même quand on dit je fais des jeux vidéo, plus qu'on tient une salle de jeux vidéo où les gens vont jouer, plutôt qu'on conçoit ces jeux vidéo. Et c'est tout ce manque d'informations autour de ça qui fait que c'est difficile à naître. Difficile, mais pas impossible. Ces deux jeunes Camerounais, Olivier Madiba et Dominique Yakan, ont réussi à fonder en 2012 le premier studio de jeux vidéo en Afrique centrale, Kiro Games. Et pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. En Afrique, l'univers du jeu vidéo est quasi inexistant. Avec un capital de départ d'à peine $100, les deux entrepreneurs se sont lancés dans l'inconnu. Il aura fallu pas moins de 13 ans de travail pour concevoir l'un des premiers jeux vidéo made in Africa qui a conquis le marché international. Une des principales raisons de leur succès, la mise en lumière de la culture africaine au cœur de toute leur création. Aujourd'hui, les principaux défis de Kiro Games, trouver des investisseurs, mais aussi des ressources humaines pour conquérir le marché africain du jeu vidéo. Enquête sur une success story à la sauce camerounaise. Chez Kiro Games, une vingtaine de personnes travaillent au quotidien. Le premier jeu vidéo né de ce studio, c'est Orion, l'héritage des Koryodan. Un jeu d'aventure et de combat où le gamer est amené à vivre les péripéties d'un roi et d'une reine, à la conquête de leur trône. C'est l'histoire d'un roi et d'une reine, d'une cité recluse, qui se retrouvent à un jour devoir subir un coup d'État de la part de leur beau-frère. Ils se retrouvent exilés de leur cité. Ils vont devoir découvrir le monde et trouver des alliés. Une sorte de Game of Thrones où il faut apprendre à devenir un leader. Écriture du scénario, conception graphique, développement, il a fallu 7 étapes pour concevoir Orion. La particularité de ce jeu, son africanité. Il a été inspiré par 14 cultures africaines. Masque de l'ouest du Cameroun, tenue traditionnelle ghanéenne ou encore armes des Maasai, tout l'univers d'Orion respire l'Afrique. Même les consommables du jeu sont typiquement africains, décoction de saume, feuilles de baobab, la koroba. Voilà, tout ça, c'est des objets qu'on peut utiliser dans le jeu, donc soit pour se soigner, soit pour être ressuscité, soit pour avoir un bonus spécifique. Paradoxalement, ce jeu africain lancé en 2016 ne connaît pas le succès en Afrique, mais en Occident, auprès de la diaspora, mais pas seulement. En France, en Allemagne et aux États-Unis, les amateurs de jeux vidéo le plébiscitent. Orion n'est pas accessible, n'est pas facilement accessible en Afrique. Il faut un PC, il faut une connexion pour pouvoir l'activer, même si on peut jouer sans connexion après, et il faut pouvoir payer en ligne. Voilà, donc ça bloque déjà une bonne partie du marché. En Occident, avant même sa sortie, le jeu est précommandé par plus de 1300 personnes sur la plateforme américaine Kickstarter, avec à la clé plus de 27 millions de francs CFA. 5 ans après sa sortie, il a été téléchargé plus de 100 000 fois sur Steam, la plateforme américaine de distribution de jeux, et a rapporté à Kiro Games plus de 90 millions de francs CFA. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, c'est Hollywood qui s'y intéresse. La plus grande industrie cinématographique au monde aimerait adapter l'histoire de ce jeu sur grand écran. Un succès que ses fondateurs n'auraient jamais imaginé quand l'idée de concevoir ce jeu germe dans leur esprit il y a 13 ans.
Direction le quartier de Mbong à Yaoundé. Chaque matin, c'est le rituel café pour Dominique et son épouse dans cette maison familiale qui a vu grandir son projet. Passionné de dessin enfant, sa passion migre vers le jeu vidéo quand ses parents lui offrent ses premières consoles de jeu. Des parents qui lui seront d'un grand soutien lorsqu'il décide de se lancer dans l'industrie. Un soutien loin d'être anodin. Et malheureusement, en effet, ici en Afrique, c'est l'une des difficultés que beaucoup de jeunes qui font dans l'imagerie, dans l'entertainment, dans la créativité, en fait, c'est souvent un mur auquel ils doivent se confronter, que les parents ne les ont pas compris, que la société ne les ont pas compris. Et en plus, le gouvernement ne les comprend pas non plus, vu qu'il n'y a pas de subvention pour ce genre de choses ici pour l'instant. Un mur parmi tant d'autres. Internet instable et cher. Journée sans électricité. Autant de défis à surmonter. Quand on travaille sur des machines, avec des projets, avec des délais serrés, et qu'on vous coupe la lumière toute la journée, on s'est retrouvé à devoir compenser énormément pendant le développement de Orion. Et du coup, on a des matelas au studio sur lesquels une bonne partie de l'équipe a dormi pour rattraper le retard qu'on avait pu prendre avec des coupures. Sur le chemin du travail, il reste persuadé, malgré toutes ces épreuves, que tout est possible en Afrique. Quand on veut faire bien et qu'on se donne les moyens de faire bien, donc qu'on se documente, qu'on cherche ce qui fait la qualité et qu'on le reproduit, pour nous-mêmes dans nos processus, il y a moyen de faire quelque chose qui vaut la qualité internationale. C'est ce qu'on a pu prouver avec Orion. Pour réussir, Dominique et son ami d'enfance ont dû faire preuve d'ingéniosité pour s'adapter à un autre défi, le manque de main-d'œuvre qualifiée. Ce jour-là, lorsque Dominique rejoint le bureau, toute son équipe est au travail. Une équipe qu'il a lui-même contribué à former. Comme ce jeune illustrateur, arrivé chez Kiro Games il y a 3 ans, avec pour seul bagage un diplôme de physique et une passion pour le dessin. Quand je suis arrivé, je n'avais pas vraiment le profil pour le poste auquel je devais travailler. J'avais juste des compétences de dessinateur. Je devais encore apprendre à travailler avec une tablette, comme vous le voyez, parce que je faisais encore du dessin à main levée. Damien a suivi une formation pratique pour apprendre à maîtriser les différents outils du studio. Au bout de 3 mois, l'autodidacte est devenu illustrateur 2D de jeux vidéo, un travail qui demande une grande dextérité. Il y a du découpage membre à membre du personnage où on va le désarticuler complètement. On va ensuite commencer à rassembler chaque morceau du corps pour que ce soit possible d'effectuer des mouvements. En plus de la formation pratique, comme la plupart de ses collègues, il bénéficie d'un coaching 2 fois par mois. Cela se passe dans une petite salle. On fait des séances de coaching dans le but d'améliorer les performances individuelles de chaque employé de l'entreprise. Mais comme c'est confidentiel, je vais être obligé de fermer la porte en fait. Nous n'en saurons pas plus. Ici, tous les salariés ou presque ont reçu une formation pratique et un coaching personnalisé. Pour concevoir ces jeux vidéo, le patron n'a pas d'autre choix que d'investir dans la formation de ses équipes. C'est une réalité locale. C'est lié au fait qu'il n'y a pas de formation spécifiquement dans le domaine du jeu vidéo, mais aussi lié au fait qu'on peut avoir vite tendance à se laisser aller psychologiquement quand on est dans un contexte comme au Cameroun. Parmi tous ces défis, il y a la création d'un studio de jeux vidéo en Afrique. Le plus dur pour les fondateurs a été de trouver des financements. Un défi toujours d'actualité. C'est autour d'un déjeuner que les membres de la direction se retrouvent afin de plancher sur les nouvelles stratégies d'investissement. Pour l'occasion, ils ont convié une amie. Car si Kiro Games existe, c'est en partie grâce au soutien des proches qui ont misé sur le projet dès le départ, malgré des débuts difficiles. Quand on a commencé à faire un vrai projet de studio en 2012, on était en faillite sur notre première start-up. Et je me souviens qu'on a vécu toute l'année 2013 dedans.
Donc, je ne vais pas dire vraiment fonds propres. On a vécu de dons, de personnes qui disaient, tiens, j'ai vu votre projet, j'envoie 100 €, 200 €. Et on était avec lui et d'autres personnes qui ne sont plus là, hélas. Mais on avait souvent une politique, c'était que, gars, il n'y a plus rien, il nous reste 10 000. Bon, c'était un bon projet, les gars. Donc, on va manger la dernière purée d'avocat, boire les jus. Et le lendemain, tu avais un email de quelqu'un qui dit, je vous ai encore envoyé quelque chose. Des dons qui leur ont inspiré à l'époque l'idée d'ouvrir leur capital au grand public à travers une levée de fonds via une plateforme en ligne qu'ils ont eux-mêmes conçue. Prix de l'action Kiro Games, 365 francs CFA, avec l'obligation d'acheter un pack minimum d'actions de 275 000 francs CFA. Une méthode astucieuse qui s'est avérée payante. Ils sont parvenus à mobiliser plus de 500 millions de francs CFA grâce à 782 souscripteurs, devenus leurs actionnaires. Mais convaincre ces actionnaires de donner de l'argent via une plateforme en ligne basée en Afrique n'a pas été simple. Ils ont dû faire face à de nombreux préjugés. Surtout au début, on devait leur convaincre qu'on n'était pas une escroquerie Internet. Si tu dis je vais faire mieux que ce qui se fait aux États-Unis, comme nous ce qu'on veut faire sur certains plans, hein, pas tous, il y a un côté tu mens, on n'a jamais vu ça. En plus, vous, en Afrique, il y a coupé de courant, donc c'était compliqué. Des stéréotypes qu'ils ont réussi à casser grâce à la qualité de leur travail, mais aussi à la promesse faite aux investisseurs que l'action Kiro Games pourrait leur apporter beaucoup plus que leur mise de départ. Car Olivier, le fondateur, voit grand, très grand. Il y a beaucoup de gros groupes comme Walt Disney et autres qui se disent qu'ils veulent venir faire le jeu vidéo en Afrique, mais ils ne veulent pas se taper les premiers jours. Donc si nous on arrive à un certain niveau, ils rachèteront à 5-10 fois le prix actuel. En attendant que cette prophétie se réalise, il faut créer de nouveaux jeux. Des nouveaux jeux comme le responsable Mboa, la toute dernière création de Kiro Games, dont la sortie est prévue en juillet 2021. Le responsable Mboa est un jeu où le gamer est trempé dans la peau d'un jeune stagiaire qui débute dans l'administration. Comme dans la vraie vie, il devra faire des choix dans ses relations qui feront de lui un responsable, ou pas. Le tout dans un pays imaginaire inspiré des réalités camerounaises. On pensait au départ que ce serait une expérience très typée camerounaise en fait. Mais on se rend compte que les réalités qu'on vit au Cameroun sont en fait des réalités très africaines. Au cours du jeu, le gamer va se retrouver confronté aux avances de la maîtresse de son patron, le fameux deuxième bureau. Il aura le choix, accepter ou refuser, en la ramenant à la mini-ferme, lieu de prostitution dans le jargon camerounais. Des réalités sociales, mais aussi politiques, à peine voilées. Là, on a affaire à Kako. Il est un peu la représentation d'un responsable qui a tendance à être corrompu. Voilà. Et qui l'assume énormément. Là, c'est Elanga. Elanga, Gaston, et il est en dehors des guerres de clans. Lui, il est la représentation de la volonté de son excellentissime Mougabien au sein du ministère général. La chanson du jeu est connue de tous les Camerounais. Le genre d'hymne à la gloire du président qui ont bercé de nombreux Africains. Et pour coller à cette cible, les fondateurs de Kiro Games ont fait le choix de développer ce jeu, non pas sur PC, mais sur smartphone, avec la possibilité de payer à certaines étapes du jeu par mobile money et de jouer sans connexion. Vis-à-vis du marché africain, le PC n'est pas le médium le plus accessible. Désormais, les gens ont de plus en plus de smartphones et c'est au travers de ça qu'on pense toucher le plus de personnes en Afrique. Le téléphone mobile, un potentiel de 660 millions d'utilisateurs en Afrique, sur lequel mise désormais Kiro Games. Pour percer dans un secteur du jeu vidéo estimé à plus de 350 milliards de francs CFA sur le continent. Et pour aborder ce deuxième débat, Stéphane Malik Osho, développeur indépendant de jeux vidéo, nous a rejoint. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Et merci d'être là. Alors, première question pour vous, que vous inspire ce reportage ?
Bon, je peux dire que ce reportage m'inspire vraiment beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, je dirais. Parce que quand on voit deux messieurs qui ont commencé tout doucement avec seulement 60 000 francs. Ouais, presque rien. Presque rien. Et aujourd'hui, qui ont pu lever jusqu'à 90 millions de francs. Je dis qu'il y a l'avenir dans les jeux vidéo. Et ça m'encourage beaucoup. Sidic, ce reportage vous inspire quoi, à vous? Écoutez, Kiro Games, c'est vraiment des pionniers de l'univers. Ils ont montré ce que c'était de pouvoir se lancer dans l'univers du jeu vidéo, de créer un studio. Et comme c'était dit dans le reportage, il y a plus de 300 studios comme ça. Il y en a dans quel pays, par exemple? Il y en a plusieurs? Alors, c'est très réparti. Il y en a pas mal dans le Maghreb, parce qu'il faut dire qu'en Tunisie et dans certains de ces pays-là, il y a des écoles de formation, notamment à la 3D. Il y en a en Afrique du Sud, il y en a beaucoup en Afrique du Sud, surtout à Cape Town. Et vous en avez quelques-uns au Cameroun, au Nigeria, il y a un bon vivier aussi. 13 ans quand même pour les fondateurs de Kiro Games pour concevoir le jeu Orient. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le fait qu'il soit plus populaire dans les autres parties du monde, on peut parler de succès planétaire? Bah, je dirais pas planétaire, mais un gros succès. Ouais. Parce que, et c'est une fierté hein, de voir un studio africain avoir à la limite plus de demandes à l'étranger, hors du continent que sur le... Mais c'est ça, c'est une question qu'on se pose. Un studio africain avec des personnages africains, avec un véritable ancrage africain, on a envie de savoir qu'est-ce qui fait qu'ils ont autant de succès à l'étranger? Bah, moi, je pense que j'ai un peu analysé ces derniers temps-là. Je pense que ça a été beaucoup plus boosté, on va dire, par Black Panther. Je pense qu'il y a un peu ça par rapport à l'étranger. Ouais. Donc l'histoire de Black Panther avec le Wakanda et tout. Donc au niveau des pays étrangers, des pays européens, américains et tout, ça boostait un peu plus sur la visibilité de ce qu'on pouvait faire en Afrique, de ce que l'Afrique était. Pour moi, le jeu vidéo, c'est un moyen de raconter des histoires. Donc aujourd'hui, les pays internationaux étrangers ont eu droit aux histoires japonaises, aux histoires européennes, aux histoires des autres pays. Et donc aujourd'hui, ils sont en quête de choses différentes. Ouais. Donc les histoires africaines viennent avec quelque chose de différent. C'est des sonorités différentes, c'est des couleurs différentes. Et donc pour eux, ça les intéresse. Est-ce que vous, Stéphane, vous êtes à même de produire des types de jeux comme ce qu'on a vu faire Kiro Games? Je travaille avec déjà des gens qui font de la 3D en Afrique, pas seulement au Côte d'Ivoire. De la 3D au Congo, de la 3D au Cameroun. Et aussi, je travaille à distance? Oui, je travaille à distance. Le monde a bien changé. Comment vous travaillez à peu près le process de travail avant d'intégrer des personnes qui font de la 2D, de la 3D? Comment ça se passe? Bon, déjà, pour commencer, pour faire un jeu vidéo, c'est comme si tu veux raconter une histoire. Donc déjà, il faut écrire un scénario. Quand tu as une idée en tête, il faut écrire un scénario. Tu présentes à toute l'équipe ou celui qui a l'idée, il présente à l'équipe. Et au fur et à mesure, on tamise, c'est-à-dire on enlève les mauvais grains et tout. Et quand on a l'idée finale, on commence à diviser. Est-ce qu'on veut faire un jeu en 3D? Est-ce qu'on veut faire un jeu en 2D? Nous, les codeurs, sommes là maintenant pour assembler là où il faut, ce qu'il faut, pour donner maintenant vie aux jeux vidéo. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés pour réaliser, concevoir et mettre sur le marché vos jeux? Ok, bon, la première difficulté, c'est la ressource humaine qualifiée. Donc, je suis obligé de chercher, je suis obligé de recruter même des graphistes et des développeurs aussi. Et en plus de cela, lorsque vous finissez de développer votre jeu vidéo, c'est difficile de vendre le jeu. La visibilité, là, c'est un gros problème. Tu es obligé de penser comment créer ton jeu et comment vendre ton jeu vidéo. Alors, sur la formation, on a vu que Kiro Games, il procède à une formation en interne. C'est une idée. Et la plupart des studios aujourd'hui sont autodidactes. Il y a quelques écoles qui existent en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, qui aujourd'hui forment principalement à la 3D, à l'animation 3D ou au développement. Mais il n'y a que 2 programmes qui sont constitués pour aider à la création même de jeux vidéo. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens apprennent sur Internet. Déjà, comment vous arrivez à vous financer déjà? Bon, il faut dire que c'est moi-même mon propre financement que j'ai. Ce que j'ai, je fais avec. Vous voyez. Maintenant aussi, il faut dire, j'ai la chance quand même d'avoir des ressources humaines facilement. Des gens qui pourront travailler pour moi. J'arrive quand même à convaincre les gens gratuitement. Je leur dis, le jeu sera téléchargé à 1 million de téléchargements. Quand ça sera téléchargé, tu auras peut-être 10%. Tu vois. On a compris, hein. C'est un réseau de passionnés. Un réseau de passionnés. Mais aujourd'hui, comment est-ce que Stéphane gagne de l'argent sur ces jeux? Bon, je suis en train de développer un jeu sur lequel je suis depuis 2 ans. Je compte le vendre. Les 2 premiers jeux que j'ai faits, Splash Virus et Tonemo, je les ai faits gratuitement.
Et celui-là, je compte intégrer le moyen de paiement le plus commun aux Ivoiriens, aux Africains, le mobile money. Vous êtes le patron des consoles, mais on voit bien qu'avec Hero Games, et Sidik le disait tout à l'heure, qu'on veut migrer de plus en plus vers les smartphones. Est-ce que le smartphone, vous êtes d'accord que c'est l'avenir, ne serait-ce qu'en Afrique? Alors, en Afrique, oui. En Afrique, c'est vrai qu'il faut énormément miser, comme il a dit tout à l'heure, vu l'accès aux consoles qui est un peu plus compliqué en Afrique en termes de coûts. Donc, c'est vrai que c'est sur smartphone qu'on va un peu plus se développer à ce niveau-là en Afrique, sur les jeux. Malheureusement, ça ne va pas permettre de pouvoir sortir du continent parce que les compétitions à l'international se jouent surtout sur PC ou sur console. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore de success story comme Hero Games en Côte d'Ivoire? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore de success story. Un, c'est parce que le jeu vidéo ne génère pas encore assez de revenus. Donc ça fait que ceux qui se sont lancés dans l'univers du jeu vidéo peinent encore à sortir la tête du lot. Je pense que c'est juste une question de temps. D'ici un an à 18 mois, je pense qu'on aura, comme on a un seul show ici, qui vont réussir à faire des jeux qui vont marquer un peu leur temps et qui vont sortir du lot, je pense. La même question s'adresse à vous. C'est vous qui êtes les consommateurs. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez comme jeu? Par exemple, quel type de jeu vous voulez qui aurait pu inspirer des développeurs comme Stéphane? Alors, nous, côté consommateur, on aimerait, je pense, beaucoup plus de jeux un peu comme Hero Games, de jeux de combat, mais typiquement africains, je dirais. Des jeux d'aventure, des jeux de rôle aussi, qui soient bien développés, avec un bon script, un bon scénario, qui permettent de tenir le joueur en haleine pendant longtemps. Voilà, parce que c'est important aussi, je pense qu'à notre niveau, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un jeu que vous terminez en 3-4 heures de jeu, mais un bon jeu, c'est un jeu sur lequel on reste plusieurs jours. Voilà, on peut le terminer en plusieurs jours, voire plusieurs mois. Donc il faut un bon script, un bon scénario par derrière. Et nous, on attend vraiment d'avoir un jeu de ce type, mais qui soit typiquement africain, qu'on pourrait fièrement porter. Voilà. Stéphane, Jean-Philippe, Sidik, merci d'avoir participé à ce numéro de Made in Africa. Merci aussi à tous les téléspectateurs en Côte d'Ivoire et partout en Afrique, mais également dans le monde, d'avoir suivi ce numéro. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RT Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa, aux équipes de RTI pour la réalisation. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite de programmes sur RTI.